Bien, nous avons choisi un point de vue particulièrement caractéristique de la région, du département en réalité dans lequel nous nous trouvons, qui est un des 4 départements de la région Poitou-Charentes, après la Vienne, les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime. Nous voici en Charente, qui tient son nom du fleuve qui la traverse, un fleuve historique, on peut le dire, pour une région qui l'est tout autant, pas très peuplée, hein, c'est 350 000 habitants. J'ai compté qu'il y avait à peu près une église romane pour 800 habitants, excusez du peu. C'est donc bien la preuve qu'il y a aussi un patrimoine bâti dans cette région aux atouts d'abord naturels. C'est un département qui a vu naître aussi bien François Ier que François Mitterrand ou Jean Monnet, pour le père de l'Europe, pour ne citer que. C'est une région qui a vécu intensément le conflit anglo-français au Moyen-Âge. C'est une région qui est connue dans le monde entier, je dirais aussi par ses produits naturels. Il n'y a pas beaucoup de villes au monde de 20 000 habitants dont le nom est connu précisément dans le monde entier. Je veux parler de Cognac, mais il y a d'autres trésors à Angoulême, par exemple. Bonjour et bienvenue à Angoulême, capitale de la bande dessinée et aussi ville d'art et d'histoire. C'est la capitale du département de la Charente. C'est une préfecture qui est au cœur d'une agglomération de 108 000 habitants et qui est donc au bord du fleuve Charente. Et pour commencer notre découverte de la ville, je vous propose de venir découvrir avec moi l'hôtel de ville construit à l'emplacement de l'ancien château Comtal. C'est une maquette qui a été réalisée par Philippe Velu, un architecte modéliste. Il représente le château Comtal tel que les Angoumoisins ont pu le voir jusqu'en 1838 à peu près, avant que l'architecte Paul Abadie, fils, ne décide de la construction d'un hôtel de ville à l'emplacement du château des Comtes d'Angoulême. Et au sommet du donjon, on voit effectivement un plan sur 2 tours, la tour des cloches de la cathédrale romane du XIIe siècle et puis le beffroi monumental de l'hôtel de ville. C'est le symbole des libertés communales et il était important qu'il supplante le pouvoir épiscopal. Les ruelles de la vieille ville sont propices à la flânerie. La cathédrale et le musée se côtoient dans un quartier tranquille. C'est un quartier assez à l'écart de l'hypercentre historique, c'est le quartier cathédrale. C'est un quartier calme, le long des remparts de la ville. Et derrière moi, vous découvrez la cathédrale Saint-Pierre d'Angoulême, qui est une cathédrale romane du XIIe siècle. Et juste à côté, le musée d'Angoulême, qui est installé dans l'ancien palais épiscopal et qui contient de très riches collections. La particularité d'Angoulême, c'est d'avoir tout un parcours de murs peints qui ornent les murs de la cité. Depuis 1999, des auteurs de bande dessinée sont sollicités pour réaliser de grandes fresques monumentales dans la ville. Et donc de grands noms de la bande dessinée comme Florence Sestac, François Bouc ou bien Franck Margerin sont venus à Angoulême à l'occasion du Festival international. Mais également, une des toutes premières fresques a été réalisée par un auteur belge, François Skeuten. Ici, même les noms des rues s'inscrivent dans un phylactère. La BD est omniprésente depuis 1974, date de création du Festival de la BD d'Angoulême. À l'époque, le ministre de la Culture et surtout le président de la République, François Mitterrand, décide de créer en région un grand projet du présidentiel, le Centre national de la bande dessinée et de l'image. À ce moment-là, est confié à Roland Castro, architecte très en vogue, la création du Centre national de la bande dessinée. C'est le bâtiment qu'on vient de quitter. Il a investi d'anciennes brasseries en ruine. Et dans ce bâtiment, en 90, a ouvert le CNBDI, Centre national de la bande dessinée et de l'image, avec une bibliothèque, un musée et des écoles. Ce bâtiment a vécu et donc on a décidé de créer un nouveau musée qui a ouvert il y a 2 ans maintenant dans ce bâtiment-ci où nous nous trouvons, donc qui sont d'anciens chais
situé juste en face et relié par une passerelle qui a été construite pour l'occasion d'ailleurs au-dessus de la Charente. Dans les collections permanentes du musée, on trouve une chronologie de la BD depuis ses origines. Mais les réserves renferment aussi des trésors que les amateurs du trombone illustré apprécieront à leur juste valeur. Alors ça, c'est une planche d'André Franquin qui date des années 80. C'est la dernière période de son œuvre. C'est Les Idées Noires. Alors ça a apparu dans Spirou puis après dans Flux Glacial. Et Franquin disait que c'était du Gaston trempé dans la suie, ce qui n'est pas faux. C'est assez drôle, mais c'est, comme le titre l'indique, assez noir. Hein. C'est Les Idées Noires. Et là, c'est une page où on voit des gens très joyeux qui finissent dans le vide ou complètement déchiquetés par des aiguilles. Voilà. À quelques kilomètres d'Angoulême, dans une ferme fortifiée du XVe siècle, restaurée sans faute de goût par Pierre et Max, 4 chambres d'hôtes attendent le voyageur pour l'étape. Nous voici au logis de Puygati. C'est une histoire de cœur qui a commencé en 2004 et qui a pris 3 ans et demi pour la rénovation. Et ce sont 4 chambres qui sont devenues des chambres d'hôtes et qui étaient initialement prévues comme chambres d'amis et chambres pour la famille. Donc la chambre d'hôte est venue au fil du temps. Eh bien, la Charente qui trace le fil de notre itinéraire est un fleuve puisqu'elle se jette directement dans l'océan Atlantique, pas bien long, 380 km, un assez long fleuve tranquille et même navigable depuis les environs d'Angoulême jusqu'à pratiquement Rochefort. Navigation de commerce hein, sur les fameuses gabarres où l'on descendait à la fois les vins, les pierres, le bois, on remontait le sel, les épices et puis aujourd'hui une navigation de tourisme, de plaisance et de loisirs, l'occasion, sans mauvais jeu de mots, de se ressourcer. Monsieur le maire, bonjour. On dirait que c'est là que ça se passe. Hein, vous pouvez embarquer. Hop là, voilà. Bon, ben, je suis à votre disposition. Eh bien, on va tout vous expliquer pour que vous passiez un agréable séjour. Vous avez le soleil en plus. Je voulais dire, c'est déjà bien parti. Hein. L'option, vous ne l'aviez pas prise, mais on vous l'offre quand même. Ah bah, ça fait plaisir, mais je reconnais bien le sens de l'accueil charentais. Donc, la carte de navigation va vous être indispensable. Ouais. On est sur des bateaux sans permis, mais malgré tout, il y a quand même une certaine réglementation à respecter. Donc, cette carte, on est juste en amont du pont. Ici, vous allez naviguer dans la partie bleue sur la carte. On met le contact ici. Ah oui. Voilà. C'est fait ça. Sur ce bouton. Donc ici, vous avez le voltmètre, le carburant, la température du moteur, et là, le compte-tour. Marche avant, point mort. Marche arrière, en arrière. On va larguer les amarres, donc ouais. Le pilote, normalement, quand on largue les amarres, doit être à la barre. Ah bah. Donc vous passez au poste de pilotage. Bon, hein. Marche avant, au premier cran, et on barre légèrement à droite. Doucement, on va trop vite là. Doucement. Voilà. Ralentissez un peu, on va trop vite. Voilà, au premier cran, toujours. Bon, mettez un peu plus de gaz pour éviter les herbes. On tourne plus vite, vous voyez. Ouais, dès qu'on met du gaz, on pivote plus vite. Là, vous commencez à compenser maintenant, vous revenez légèrement à droite. Donc la carte que je vous ai expliquée tout à l'heure, oui. Donc on la reprend. Vous voyez l'île qui est là-haut, ouais. On la voit ici. Donc, et le pointillé donc est à gauche. Donc on reste à gauche par rapport au chenal de navigation. Ah, d'accord. D'accord. Il faut vraiment pas de permis. Donc tous les bateaux sont sans permis. Donc c'est pour cela qu'on fait nous une manipulation avec le client, une explication avec le client au moment du départ. On remplit la carte de plaisance qu'on a remplie avec vous tout à l'heure au bureau. C'est un permis provisoire pour la période pour laquelle vous avez réservé. C'est ça. Allez les enfants d'abord. Pour les enfants, l'exploration du bateau restera un grand moment. Allez, on va visiter le bateau, on va voir vos Allez-y. Et ton sac. Les rives du fleuve sont propices à la détente.
Pêche, natation, jeux aquatiques sont autant d'activités possibles autour de la rivière au cours paisible. Un endroit idéal pour la bronzette ou le pique-nique, même s'il faut parfois s'occuper des écluses. On fait semblant, c'est les enfants qui font tout. C'est un jeu d'enfant. Rien à faire, d'une seule manche. Non, non, c'est très facile. On est bien aidés. Elle est lasse. Des marins d'eau douce. Lui, il a déjà fini maintenant. Oui, mais il a commencé avant, j'attends. On l'a loué pour un week-end avec des amis et on fait donc une promenade sur la Charente. Donc c'est une très belle promenade qui plaît beaucoup aux enfants puisqu'ils peuvent s'amuser à ouvrir les écluses. C'est un vrai jeu d'enfants. Voilà, donc on se promène au fil du fleuve. Et qui pilote le bateau? Le grand-père des enfants. Nous sommes à Biard, au cœur du vignoble. Dans ce terroir de la Grande Champagne, cultivé depuis des décennies par la famille de viticulteurs indépendants Guyon-Pinturo, Céline, qui est aux commandes. Elle nous rappelle les principaux crus qui entrent dans la composition du cognac. Nous sommes au cœur de l'appellation du cognac, qui est divisée en 6 crus en fonction du sol et du sous-sol. Donc ici, vous avez la Grande Champagne, ici la Petite Champagne, les Borderies, les fins bois, les bons bois et pour terminer, les bois ordinaires. Donc la première distillation consiste à mettre le vin blanc issu de l'uni blanc dans la marmite qui est ici. On chauffe au gaz et les vapeurs d'alcool vont monter dans cette partie en cuivre, traverser ici cette partie centrale et arrivent ici dans un grand serpentin qui est entouré d'eau froide et on obtiendra une première condensation pour obtenir un liquide qui s'appelle le brouillis. Quand on a suffisamment de brouillis, on va prendre ce brouillis et le remettre une seconde fois dans l'alambic. Donc c'est la deuxième distillation, la bonne chauffe, et on refait le même circuit. Donc voici, on a sélectionné le cœur de chauffe, et voici donc le résultat de la deuxième distillation. Donc c'est l'eau-de-vie de cognac qui vient de sortir de l'alambic et qui va partir au vieillissement du cognac. Au contact du bois de chêne, il prendra sa couleur et ses arômes. C'est aussi la base du Pinot des Charentes, puisque le Pinot des Charentes est un assemblage d'un quart d'eau-de-vie telle que celle-ci, avec 3 quarts de jus de raisin blanc pour le Pinot blanc et rouge pour le Pinot rosé ou le Pinot rouge. Donc voici, vous êtes dans le chai de cognac de vieillissement. Donc les eaux-de-vie que vous avez vues tout à l'heure dans la distillerie sont donc stockées d'abord en fûts de chêne ici. Ce sont des fûts de chêne de forêt française pendant à peu près 1 an, de manière à capter les tanins et la couleur, et seront ensuite mises dans des vieux fûts qui ont plus de 6 ans, qui sont dépourvus de tanins, mais qui continueront à vieillir. Donc ces eaux-de-vie vont vieillir pour un minimum de 30 mois, et parfois beaucoup plus, et souvent beaucoup plus d'ailleurs. Et elles vont vieillir pour faire des qualités VS, VSOP, XO et bien au-delà pour les très vieux cognacs. Donc la part des anges, c'est cette partie qui est évaporée, elle est de l'ordre de 3% à peu près tous les ans. C'est la partie qui s'évapore pour qu'on obtienne un meilleur cognac en fait. Elle constitue pas loin de 25 millions de bouteilles, ce qui est très important. Et elle est caractérisée par ce champignon noir que vous avez partout dans ce grand bâtiment. Et quand vous voyez un grand bâtiment noir, c'est que c'est un chai de cognac en fait. Et pour l'anecdote, quand vous vieillissez un fût de cognac comme celui-ci, et ben 50 ans plus tard, vous n'aurez que la moitié pour obtenir un cognac à 40 degrés. Donc voilà, nous sommes dans un chai de Pinot. Stockage Pinot, donc vous voyez qu'il y a une ambiance totalement différente. On est uniquement en vieux fût et donc les Pinots vont être stockés dans un chai où on limite les températures, où il fait une température à peu près constante. Donc vous avez des Pinots blancs, des Pinots rosés qui vont vieillir pour un minimum de 14 mois. À partir de 5 ans, ce sera un vieux Pinot des Charentes et à partir de 10 ans, ce sera un extra vieux Pinot des Charentes. Donc vous avez aussi des stocks de bouteilles ici, ce sont des réserves familiales, c'est pour des grandes occasions. Ici en l'occurrence c'est le millésime de mon année de naissance, donc c'est effectivement pour les grandes occasions. Un peu plus en aval, sur la Charente, la ville de Cognac abrite les plus grands noms. C'est d'ailleurs dans la maison natale de François Ier que la maison Hottard a pris ses quartiers.
la ville a eu un essor important dès le XIe siècle, puisqu'il y avait un commerce du sel important, qui a été la première richesse de la ville, puis le commerce des vins, puis le commerce des eaux-de-vie. Donc nous avons à Cognac tout un quartier médiéval. C'est un ensemble en fait de petites rues qui partent de la porte Saint-Jacques, qui est une des anciennes portes de la ville, la seule qui nous reste, qui date du XVIe siècle, et qui, par des petites rues, monte jusqu'à l'église Saint-Léger. L'église Saint-Léger, c'est une des églises les plus importantes de Cognac, qui date donc du XIIe siècle. Et donc ici, on est dans la partie sud de l'église, donc le cloître. Et on notera ici l'utilisation exceptionnelle de la tuile plate, donc sur Cognac. Rue Grande, vous avez le plus grand nombre de maisons à colombage, dont la plus importante est la maison de la lieutenance, mais vous avez également des maisons 18e et 19e siècle. Et ensuite, vous avez toute la rue piétonne de Cognac, qui est la rue d'Angoulême, et qui arrive place François Ier, où là c'est le cœur de la ville actuelle, avec bien sûr la statue de François Ier, puisqu'il est né à Cognac en 1494. Il y a passé ses premières années, jusqu'à ses 4 ans, et ensuite il est allé à la cour de Louis XII, à Amboise. Alors vous êtes ici à l'emplacement de la première maison de Cognac, qui s'appelait la Maison Augier, qui s'était installée ici même en 1643. Donc ce bâtiment se visite librement, il est ouvert à tous les publics et il est orienté autour de différentes scénographies qui sont mises à disposition des publics justement pour découvrir un petit peu les caractéristiques patrimoniales et historiques du territoire de Cognac. Tout à côté, le musée des arts du Cognac, à l'architecture et la scénographie remarquables, intègre une partie des fortifications de la ville. Nous sommes au musée des arts du Cognac, dans un musée qui présente l'histoire du Cognac, l'histoire de la production du Cognac et de tous les savoir-faire et métiers liés au Cognac. Et ici, nous sommes tout particulièrement dans la galerie dite la galerie des bouteilles. Donc, cette bouteille présente la forme caractéristique de la cognacèse, une bouteille de 70 centilitres avec des épaules un petit peu tombantes, très simple et sobre, qui est typique de la bouteille de Cognac. Alors ici, nous sommes dans l'espace viticulture et vinification. Donc les travaux autour de la vigne sont évoqués en automne, en hiver, au printemps, à l'été. Et puis bien sûr l'étape de la vinification avec ce magnifique pressoir monumental qui fait plusieurs tonnes et qui date du XVIIIe siècle. Il y a un savoir-faire exceptionnel dans la région de Cognac et les fûts qui sont fabriqués à Cognac s'exportent également à travers le monde. Les processus de production ont évolué depuis le XIXe siècle. Ce sont des objets que nous présentons ici qui sont anciens, mais de nos jours, la plupart les fûts sont fabriqués à la main et c'est un bassin d'emploi assez considérable. Des centaines de personnes aujourd'hui travaillent dans la région à la production de fûts de chêne. À côté des grandes maisons, reprises pour la plupart par des groupes internationaux, une société familiale indépendante, gérée par 5 générations depuis 1863, continue à produire des cognacs haut de gamme. Chez Camus, un atelier permet aux visiteurs de réaliser son propre assemblage sous la direction d'un maître de chai. Bonjour Guy. Ah, voilà le docteur, j'ai envie de dire. Voilà le docteur et vous semblez bien impatient. Franchement, je pense que c'est une expérience qui risque d'être assez passionnante. Je crois que ça. Donc je suis apprenti maître assembleur, c'est ça ? Bon, là vous avez en face de vous 4 crus différents, avec 4 typicités et caractéristiques différentes. Et on commence par la gauche. Alors on va commencer par la gauche. Ouais. On jette un œil. Ouais. La couleur. Oui. Petite couleur ambrée. Belle couleur. Un nez puissant. Alors ça, ce sont les caractéristiques des fins bois. Les fins bois, c'est très riche. On monte tout de suite en arôme. Donc là, vous avez une eau de vie qui est structurée et qui est un très bon squelette. Alors est-ce qu'on doit le solliciter comme pour un vin ? Pas exactement comme pour un vin, puisqu'on est sur un autre produit, mais on va faire remonter effectivement les arômes via une oxygénation. Alors, en règle générale, Guy, on recrache. Oui. Mais quand c'est bon, c'est vrai qu'on garde.
Maintenant, on va s'attaquer aux borderies. Alors ça, les borderies, je sais que vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais dans la hiérarchie, c'est la qualité supérieure? Les borderies, c'est ce petit, vous voyez, c'est ce petit point bleu que vous avez sur la carte. Et ce petit point bleu qui est le plus petit cru de la région de Cognac, eh bien, il a une origine qui n'est pas uniquement une origine géologique, mais une origine historique, puisque les seigneurs qui habitaient Cognac avaient décidé de s'y installer, de construire leur ferme dans cet endroit qu'ils appréciaient énormément, des fermes closes, et puis qui sont simplement appelées des borderies. Mais écoutez, on est à la moitié du parcours, on va attaquer notre voyage vers les petites Champagnes. Beaucoup plus ambré, rien qu'à l'œil. Si j'ai bien retenu, on passe en Grande Champagne. Ça représente à peu près quel pourcentage du vignoble? Vous voyez, c'est guère plus grand que les borderies. On est dans le cœur de la région de Cognac. Et c'est notre dernière étape. Alors, commencer par les fins bois. On commence par les fins bois, oui, dans l'ordre de notre dégustation. Et le 1. Bon, deuxième. Alors, vous avez occupé la borderie. Moi, j'ai été audacieux. Peut-être une erreur. Champagne, 40%. Bien. Alors là, jusqu'à présent, on n'a fait que superposer. Bon, maintenant, cette superposition, il va falloir l'homogénéiser. Allez-y, Franco. C'est déjà une... Très bien. Ça va? Comme ça? Ouais, comme ça. Et maintenant, l'ultime manip. C'est pas la moindre, la mise en bouteille. Bien sûr. Mise en bouteille. La mise en bouteille, oui. Bon, ben, je suppose qu'on a fini, là. Non, Guy, pas tout à fait. Ah. Parce que, important, il faut maintenant que vous inscriviez votre recette dans notre livre de coupe. Eh bien, en fait, dans 20 ans, vous nous appelez, ou vous revenez nous voir, ce sera avec plaisir, et puis vous nous donnerez juste votre assemblage, vous direz voilà votre référence de coupe, votre propre référence de coupe, et on vous refera votre assemblage. À la sortie de Cognac, le château d'Yeuse réunit hôtellerie de haut niveau, gastronomie et écologie. Rémi Marcotte a étudié l'agronomie à Jamblon. En contrebas de l'établissement, son jardin respectueux est accessible à tous. Alors, jardin respectueux, c'est le thème qu'on a abordé ici, c'est un concept. C'est le jardin respectueux de la nature, bien sûr, mais aussi respectueux de l'homme, respectueux des visiteurs, respectueux du travail qui a été fait ici. Jardin respectueux, c'est un jardin en pente qui va nous amener jusqu'au bord de la Charente, jusqu'au chemin de halage. Et au travers de la déambulation et puis le trajet, on a un contact très intéressant avec la roche, qui est le cognacien, qui tire son nom de Cognac. Et c'est sur cette roche que se développent nos belles vignes et qu'on peut exploiter après en eau de vie et en cognac. C'est un foudre qui a contenu auparavant du cognac et qui a été transformé dans le jardin respectueux en un observatoire à biodiversité. Donc on peut y observer le martin pêcheur, on peut y observer tout ce qui se passe autour du milieu humide. Et en dessous du foudre, ce qui supporte le foudre finalement, c'est un hôtel à insectes. À l'hôtel-restaurant du château d'Yeuse, le chef utilise les herbes du jardin dans ses recettes, avec souvent un peu de cognac ou de pinot, comme il se doit. Donc pour faire un soufflé au cognac, on prend des blancs d'œufs, une crème pâtissière nature, du cognac. Donc on a notre pâtissière, on commence à la mélanger. On va mettre le cognac, un peu de cognac dans la pâtissière. Ainsi. Ensuite, je prends mes blancs d'œufs et le reste des blancs. Voilà. Donc j'ai bien fait préchauffer mon four. Voilà. Donc voilà d'autres préparations. Donc on a une croquette de cagouille. La cagouille, c'est l'escargot, qui est l'emblème de la Charente. Sur un velouté d'ortie du jardin respectueux. Il faut savoir qu'on ramasse les orties en bas. Et donc là, la barre de foie gras au pinot et melon. Et voici, monsieur, donc le soufflé que je vais vous flamber au cognac. Je précise également que le soufflé, on peut également le flamber au Grand Marnier.
Qui est à base Voilà, qui est à base de cognac et d'orange. et d'orange, qui est aussi un des produits, oh bah, ça rassurez-moi, rassurez-vous, elle le sera, originaux de cette région et qui s'exporte dans le monde entier. Alors ceci est un dessert, mais je dirais qu'on fait gastronomie à chaque étape du repas dans ce département de Charente, qui n'est pas bien grand par la taille, pas bien grand par la population, mais bien riche par les ressources, et notamment agroalimentaires. Alors il paraît que ça se mange chaud, il l'est, mais en même temps, comment dire, onctueux, aérien, avec une touche de cognac qui n'est pas trop dominante, mais qui est bien présente. Je me souhaite, en votre nom, bon appétit.